Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de comptabilité financière. Alors, je vous prie déjà de m'excuser pour la qualité de la vidéo, mais j'en ai beaucoup à faire. Je ne pourrai donc pas les reprendre dans le cas où je fais de petites erreurs. Dans cette première vidéo, on va aborder la notion de compte comptable. On va voir comment il s'organise et quelles informations doivent être enregistrées dans quel compte. Avant de commencer la présentation des comptes comptables, il faut revenir sur ce qu'est la comptabilité. La comptabilité, c'est un système d'information. Donc concrètement, on va faire entrer des informations, notamment des montants en euros, dans ce système d'infos et on va classer, organiser, agencer ces informations pour pouvoir présenter par la suite ce qu'on va appeler des états financiers qui nous permettront d'avoir une certaine vue de l'entreprise, de sa santé, de son patrimoine, etc. Bon. Alors, on rappelle qu'en comptabilité française, donc dans le PCG, on retrouve 8 grandes classes de comptes. La classe 1, les comptes de capitaux, la classe 2, les comptes d'immobilisation, la classe 3, les comptes de stock et d'encours, la classe 4, les comptes de tiers, la classe 5, les comptes financiers, la classe 6 et 7, les comptes de charges et de produits, et la classe 8, les comptes spéciaux. Bon. Dans le cadre d'un cours d'introduction à la comptabilité, on va s'arrêter à cette première grande classe de comptes, les comptes de classe 8, on ne s'y intéressera pas. Alors, bon, il faut déjà rappeler qu'on va distinguer donc deux grands types de comptes. D'abord, d'un côté, on va identifier ce qu'on va appeler les comptes de bilan, donc qui vont être les comptes utilisés pour la construction des bilans en fin d'exercice, et de l'autre, les comptes dits de gestion, qui vont permettre l'établissement du compte de résultat et donc la détermination du résultat comptable de l'entreprise. On va démarrer avec les comptes de bilan. Donc la première classe de comptes, c'est la classe 1, les comptes de capitaux. Et on rappelle que les capitaux, leur définition classique, c'est de l'argent qui est disponible pour les investissements. Dans le domaine de la comptabilité, de la finance et plus généralement de la gestion, on considère que un investissement prend souvent la forme de l'acquisition d'un actif qui va être conservé pendant une certaine durée par l'entreprise. Alors, l'argent disponible pour financer cet investissement doit aussi, lui, être disponible sur longue durée. Et c'est pourquoi on va retrouver dans ces comptes de capitaux des ressources qui sont généralement donc disponibles à moyen ou long terme pour l'entreprise. Donc, on va démarrer avec ces comptes de capitaux et cette classe 1. Donc, dans les comptes de classe 1, on commence d'abord par retrouver les comptes de classe 10, capital et réserve. On rappelle que le capital, c'est la somme qui est apportée par les actionnaires ou bien à la création de l'entreprise ou bien lors des éventuelles augmentations de capital successives, et que les réserves sont constituées de bénéfices passés que l'entreprise a fait le choix de ne pas distribuer aux actionnaires et de conserver à l'intérieur de l'entreprise. Bon. Donc, dans ces comptes de classe 10, on va retrouver la valeur de ce capital, donc la somme apportée par ses actionnaires, mais également la valeur de ses réserves, donc le montant de ses bénéfices non distribués. Dans le compte 11, report à nouveau, c'est un compte qui va servir euh, à l'entreprise lorsqu'en fin d'année, elle aura calculé un résultat et qu'elle va décider d'une certaine manière d'affecter son résultat. Est-ce qu'elle le conserve? Est-ce qu'elle le distribue? Ou est-ce qu'elle ne sait pas? Et lorsqu'elle ne sait pas ce qu'elle va en faire, le résultat est basculé dans le report à nouveau. Comme on l'aura compris, le compte 12, résultat de l'exercice, va permettre l'inscription du résultat en cours de l'exercice. Autrement dit, ce compte n'apparaîtra dans le bilan que lorsque le résultat n'aura pas encore été affecté, puisque lorsque il y a la clôture des comptes d'une entreprise, quelques semaines, quelques mois plus tard, il va se passer au sein de l'entreprise, on va assister à l'organisation d'une assemblée générale. Donc, on va convoquer les actionnaires et on va décider de ce qu'on fait avec ce résultat. Et on le rappelle, ce résultat, il peut ou bien être conservé, on va le voir émerger alors dans le capital et les réserves,
mais il peut aussi être distribué sous forme de dividende, ou si on ne sait pas ce qu'on veut en faire, il peut être basculé dans le report à nouveau. Il n'empêche, cela signifie donc que ce compte 12 résultats de l'exercice n'apparaît pas dépendamment du moment où on s'intéresse à étudier ce bilan. On retrouve dans les comptes de classe 13 ce qu'on appelle les subventions d'investissement. Donc les subventions d'investissement, ce sont des sommes accordées, des subventions accordées par l'État, par les collectivités locales, pour aider une entreprise à faire l'acquisition d'une certaine immobilisation. Donc voilà pour les subventions d'investissement. Les comptes 14 et 15, qui vont représenter les provisions, il va s'agir ici de sommes qui vont être prélevées sur les résultats passés de l'entreprise et présents de l'entreprise, et qui vont être mises de côté. Alors c'est très mal dit, il ne faut pas voir ça comme de l'argent vraiment mis de côté, mais comptablement, ça va être des sommes qui vont être mises de côté, des provisions qui vont être bloquées, scellées. Pourquoi? Parce qu'on s'attend éventuellement à des événements qui agiraient négativement sur le patrimoine de l'entreprise dans le futur. Dans les comptes de classe 16, on va retrouver les emprunts et les dettes assimilées. On rappelle d'ailleurs les propos qu'on vient de tenir sur ces comptes de capitaux, mais les comptes de capitaux représentent l'argent disponible à moyen et long terme. Un emprunt, a priori, est bien fait sur le moyen ou sur le long terme. Donc ces emprunts et ces dettes assimilées, on les retrouve dans ces comptes de capitaux. Dans les comptes de classe 17, ce qu'on va appeler les dettes rattachées à des participations, il va s'agir ici de dettes de l'entreprise vis-à-vis, si elle en possède une, de sa maison mère ou éventuellement d'autres filiales si elle appartient à un groupe. Les comptes 18, on ne va pas s'y intéresser dans le cadre de notre cours d'aujourd'hui. Donc, pour chacun de ces comptes de capitaux, c'est la valeur de ces ressources-là qui sont pointées qu'on va enregistrer. Donc, dans les comptes de classe 10, la valeur du capital, la valeur des réserves. Dans le compte de classe 11, la valeur du report à nouveau. Dans le compte de classe 12, la valeur du résultat. Dans le compte de classe 13, la valeur des subventions. Dans le compte de classe 14 et 15, la valeur des provisions. Dans le compte de classe 16, la valeur des emprunts, etc. C'est bête, j'étais déjà à 16, il ne restait plus que le 17. Bon, passons. Ensuite, on retrouve les comptes de classe 2, donc on va appeler les comptes dits d'immobilisation, et dans lesquels on va retrouver l'inscription de l'actif immobilisé de l'entreprise. Donc, dans ces comptes de classe 2, on va retrouver notamment la valeur des immobilisations détenues par l'entreprise. Alors, on rappelle que ces immobilisations, elles peuvent être ou bien, on ne va pas commencer par le 20, elles peuvent ou bien être palpables physiquement, c'est ce qu'on va appeler des immobilisations corporelles. Les 22-23, on ne va pas les utiliser en cours, mais les 22, ce sont les immobilisations qui sont dites mises en concession, et le 23, c'est les immobilisations qui sont en cours, concrètement en cours de production. Dans les comptes 26 et 27, on va retrouver les immobilisations financières, et dans les comptes de classe 20, on retrouvera les immobilisations qui ne disposent pas d'essence physique, donc qui ne sont pas corporelles, et qui ne font pas partie des immobilisations financières. Je laisse pour l'instant les comptes de classe 28 et 29 de côté. Dans les comptes de classe 3, donc les comptes de stock et d'encours, on va enregistrer la valeur des stocks et des encours détenus, tout simplement. Dans les comptes 31, la valeur de ces matières premières détenues en fin d'exercice. Dans ces comptes de classe 32, la valeur des autres approvisionnements. Dans les 33, la valeur des biens en cours de production, c'est-à-dire dans le cas d'une entreprise industrielle qui fabrique des biens et les revend, il arrive à la clôture de l'exercice que certains biens ont été commencés, mais n'ont pas été terminés, donc ils n'ont pas encore atteint le stade de ce qu'on appelle le produit fini, et on va les retrouver dans ces comptes de classe 33. 34, c'est la même chose, mais lorsqu'il s'agit de services, mettons le développement
Dans le cadre de services, mettons une prestation de service d'architecte qui n'aurait pas été terminée. Dans les comptes de classe 35, on va retrouver les stocks de produits, et notamment de produits finis, et dans les comptes de classe 37, les stocks de marchandises. Je n'aborde pas pour l'instant les comptes de classe 39. Dans les comptes de classe 4, on va retrouver cette fois-ci les comptes de tiers. Alors, ces comptes de tiers, ils sont moins homogènes peut-être que les autres classes de comptes. Les comptes de classe 1, on a parlé de la valeur D. Dans les comptes de classe 2, on a parlé de la valeur D, donc des immobilisations. Dans les comptes de classe 3, la valeur des stocks. Dans les comptes de classe 4, on va retrouver la valeur des sommes dues par l'entreprise à autrui ou par un tiers à l'entreprise. Donc l'interprétation des valeurs va dépendre véritablement de est-ce que là il s'agit d'un agent à qui je dois ou bien d'un agent qui me doit. Alors on va d'abord avoir une interprétation assez globale et puis quand on rentrera dans la liste des comptes au PCG, on fera quelques arrêts pour voir que quelques comptes spécifiques peuvent être interprétés de manière un peu différente. D'abord, donc dans ces comptes de classe 4, on retrouve les comptes de classe 40, fournisseurs et comptes rattachés. On rappelle qu'en moyenne, le client achète au fournisseur. Donc, ça va être le client qui va devoir au fournisseur. Donc, dans ces comptes de classe 40, on va enregistrer en moyenne la valeur des dettes de l'entreprise vis-à-vis de ses fournisseurs. Dans les comptes de classe 41 maintenant, la vision est évidemment différente. C'est le client qui achète, donc c'est le client qui me doit. Et dans ces comptes de classe 41, en moyenne, on va enregistrer les montants dus par mes clients. Dans les comptes de classe 42, personnel et comptes rattachés, mon personnel travaille pour moi, je dois donc le rémunérer. En moyenne, dans les comptes de classe 42, on va plutôt retrouver les dettes de l'entreprise vis-à-vis de son personnel. Dans les comptes de classe 43, c'est la même chose. On va retrouver plutôt en moyenne les sommes dues par l'entreprise aux organismes de sécurité sociale et aux autres organismes sociaux. Dans les comptes de classe 44, on peut retrouver deux positions différentes. Parfois, l'entreprise doit à l'État, parfois l'État doit à l'entreprise. On y reviendra. Dans les comptes de classe 45, il s'agit maintenant de la question du groupe et des associés. Donc, même chose. On peut imaginer ici que ça aille dans les deux sens. 46, débiteurs divers et créditeurs divers. Donc là, il s'agit de tiers qui ne sont pas correctement identifiés et à qui je peux devoir et qui peuvent également me devoir. Je ne suis pas très fort. OK. Compte 47, 48, on ne va pas s'y intéresser. Compte de classe 5. Donc les comptes, cette fois-ci, financiers. S'il faut le rappeler, la définition de financier, c'est en lien finalement avec l'argent ou avec la finance. Et la question de la finance, si on s'intéresse à sa définition, ça va être en lien avec la recherche ou le placement de capitaux. Bon. C'est ce qui va expliquer que dans ces comptes de classe 5, on va retrouver des éléments qui peuvent être de nature un peu différente. On va y retrouver d'abord ce qu'on va appeler les valeurs mobilières de placement, les comptes de classe 50. Les valeurs de mobilières de placement, vous pouvez les concevoir comme des actions sur les marchés boursiers. On ne se situe pas sur la bourse, mais comme des actions, mais qui sont particulièrement faciles à revendre, tout simplement. Beaucoup d'entreprises s'en servent lorsqu'elles ont de la trésorerie excédentaire. Elles font l'acquisition de quelques valeurs mobilières de placement qu'elles revendront lorsqu'elles auront besoin à nouveau de trésorerie. Dans les comptes de classe 51, on va retrouver la banque, les établissements financiers et assimilés. Donc on rappelle que dans ce 51, on retrouvera notamment le 512 banque. 52, instruments de trésorerie. On va dire que ce n'est pas vraiment le programme de l'introduction à la compta. Et 53, la caisse. Honnêtement, les autres comptes de cette classe 5, on ne les verra pas pendant l'exercice, pendant cette année.
Donc, dans ces comptes de classe 5, on va retrouver la valeur de. Donc, les comptes de classe 50, la valeur des valeurs mobilières de placement. Dans les comptes de classe 51, la valeur de ce que j'ai sur mon compte en banque ou la valeur des éléments financiers dont je dispose. 52, la valeur de mes instruments de trésorerie. 53, le montant disponible dans ma caisse. Donc, voilà l'interprétation de ces comptes de bilan. Alors, en fait, dans ces comptes de bilan, il y a les comptes 8 et 9 que je n'ai pas encore abordés. J'aborde celui-là. Donc, le 28, donc, qui, dans les immobilisations, va nous permettre d'enregistrer la question des amortissements. On reviendra un peu plus tard sur ce que sont les amortissements, mais c'est de la perte de valeur des immobilisations qui sont dues ou bien à l'utilisation, ou bien au temps qui passe, ou bien à des contraintes d'ordre juridique. Mettons un brevet, on est protégé pendant une certaine durée, et donc on a bien une valeur de ce brevet qui diminue avec le temps, puisque chaque année qui passe, la protection est restante et de plus en plus courte. Mais on peut aussi retrouver des questions d'obsolescence. Mettons du matériel informatique se dégrade moins à cause de son utilisation. Un ordinateur peut très bien tourner pendant 10, 15 ans que parce qu'il devient peu performant relativement à ce qui est disponible sur le marché, relativement aux besoins des logiciels récemment sortis, etc. Donc on reviendra un peu plus tard dans une autre vidéo sur la question des amortissements. Dernier type de compte qui peut être intéressant à visiter, ce sont les questions des dépréciations. Alors, les dépréciations, concrètement, ce sont des pertes de valeur, mais qui ne sont pas irréversibles. Ça veut dire donc que c'est une perte de valeur qui est temporaire jusqu'à preuve du contraire. Si vous voulez un exemple, dans les immobilisations financières, on va retrouver dans les participations et créances rattachées à des participations la question des actions conservées par l'entreprise dans le but notamment de prendre en partie le contrôle d'autres entités. Et ces actions, elles ont bien un cours sur la bourse. Et dans le cas où la valeur de ces actions chute, a priori, la valeur de l'immobilisation diminue. C'est bien une perte de valeur. Mais cette perte de valeur, elle n'est pas définitive, puisqu'il suffirait que le cours de l'action remonte pour que la valeur de cette immobilisation financière remonte également. Ce genre de choses va être enregistré dans les comptes avec comme deuxième chiffre le chiffre 9, qui représente donc les dépréciations. Voilà pour les comptes de bilan. Alors, les deux classes de comptes restantes, ce sont la question des charges et des produits. Les comptes de classe 6, donc où on va enregistrer les charges, on rappelle qu'une charge, ça va représenter une source d'appauvrissement pour l'entreprise. Autrement dit, c'est un élément qui va conduire son patrimoine à perdre un peu en valeur. Dans ces comptes de charges, on va toujours enregistrer la valeur totale d'une certaine charge supportée depuis le début de l'exercice par l'entreprise. Donc, dans les comptes de classe 60, on va enregistrer le montant total des achats depuis le début de l'exercice. Dans les comptes de classe 61, le montant total des services extérieurs consommés par l'entreprise depuis le début de l'exercice. Dans les comptes de classe 62, le montant total des autres services extérieurs. Dans le compte de classe 63, le montant total des impôts, taxes et versements assimilés, etc. Donc, c'est toujours la même chose. On rappelle, cela étant dit, que des comptes 60 à 65, on se situe par rapport au compte de résultat dans ce qu'on va appeler l'exploitation. Ce sont des charges qui sont supportées pour ce qui représente le cœur d'activité de l'entreprise. En contrepartie, dans les comptes de classe 7, les comptes de classe 70 à 75 vont eux aussi représenter l'exploitation, mais cette fois-ci, ça va constituer en des produits d'exploitation. Et là aussi, on va enregistrer le montant total depuis le début de l'exercice. Donc, lorsqu'on en est au compte 70, c'est le montant total des ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises, etc. depuis le début de l'exercice. 71, c'est le montant de la production stockée sur l'exercice. On y reviendra avec la question de la variation de stock. Le compte de classe 72, c'est la production immobilisée durant l'exercice.
Le compte de classe 74, c'est l'ensemble des subventions d'exploitation reçues pendant l'exercice. Le compte de classe 75, c'est l'ensemble des autres produits de gestion courante engrangés depuis le début de l'exercice. Donc, c'est toujours la même forme d'interprétation. On rentre alors dans les comptes 66 et 76, charges financières, produits financiers, donc en lien avec l'argent, en lien avec la finance, avec la question du financement de l'entreprise, de ses instruments financiers ou de ses immobilisations financières. OK. 67 et 77, c'est ce qu'on va appeler les charges et produits exceptionnels. Donc, ce sont des opérations peu courantes dans la vie de l'entreprise qui sont vraiment ponctuelles, qui n'ont pas pour objet d'être renouvelées, etc. Dans les comptes 68 et 78, alors qu'on verra dans la question de l'amortissement notamment, c'est là où on va enregistrer ce qu'on va appeler les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions, donc le fait d'augmenter notre montant d'amortissement, autrement dit le montant de perte de valeur des immobilisations, d'augmenter le montant des dépréciations, autrement dit l'augmentation de la perte de valeur potentielle des immobilisations et autres, hein, ça ne concerne pas que les immobilisations d'ailleurs, et l'augmentation de la valeur potentielle de ces provisions qu'on a dû mettre de côté, on rappelle, pour des événements incertains du futur. Le 78 correspond à une reprise, donc à une diminution de ces montants, on le verra plus tard. Voilà pour les comptes dont on se sert de manière classique. Alors, on peut tout de même descendre dans la liste des comptes pour voir que certains comptes sont un peu particuliers. Alors, je ne vais pas trop m'intéresser aux comptes de capitaux, où même s'il y a une certaine hétérogénéité dans les capitaux dont on parle, l'interprétation reste assez homogène, hein. On parle toujours de la valeur de ces capitaux mis à disposition de l'entreprise. Les comptes de classe 2, alors j'y arrive, donc les comptes de classe 2, là aussi, on a quand même une certaine forme d'homogénéité dans cette interprétation. Et si on va chercher plutôt les comptes plus particuliers, on va tomber dans les comptes de classe 4, les comptes de tiers. Voilà. Alors, je vous avais dit, en moyenne, à un fournisseur, je lui dois de l'argent, puisque c'est moi qui achète. Il y a peu de raisons pour qu'un fournisseur puisse me devoir de l'argent. Donc, en moyenne, on enregistre dans les comptes de classe 40 le montant dû par l'entreprise à ses fournisseurs. Oui, mais il peut arriver que ce soit le fournisseur qui doive au client. Ça peut être le cas lorsque, par exemple, j'achète des marchandises à mon fournisseur, je lui règle de manière instantanée ces marchandises, je lui règle au comptant. Et en fait, lorsque les marchandises, je les observe et je les étudie, je me rends compte qu'il y a un souci dans la commande. Qu'est-ce que je fais? Je rends ces marchandises au fournisseur qui, tant qu'il ne me paye pas, me doit ce montant de marchandises rendues. Et on se retrouve bien dans le cas d'un fournisseur qui doit à son client. Pour rappel, ça devrait faire écho aux factures d'avoir qu'on a vues un peu plus tard dans le cours. Bon. Et donc, il est possible que ce soit le fournisseur qui me doit. Et c'est ce qu'on va retrouver dans ces comptes 409, fournisseurs, débiteurs. Vous noterez encore une fois l'utilisation du 9. C'est un nombre qui va indiquer qu'on est sur un type de compte assez spécifique, toujours. Dans les clients, c'est la même chose. En moyenne, c'est mon client qui me doit, mais si mon client me rend des marchandises et que je ne lui ai pas encore remboursé son dû, c'est moi qui lui dois 419, client créditeur. Bon. Donc, voilà pourquoi ce que je vous ai dit, dans les comptes de classe 4, il faut bien faire attention au libellé du compte pour comprendre est-ce que là, on se situe dans un compte qui manifeste une dette de l'entreprise vis-à-vis d'un tiers ou au contraire une créance que l'entreprise détient sur un certain tiers. Je crois honnêtement que nous avons visité la majorité des comptes intéressants à voir ensemble. Et je rappelle que cette interprétation de la valeur enregistrée dans le compte, elle va être nécessaire pour comprendre
comment manipuler le compte lorsqu'on va devoir y enregistrer une certaine information comptable, un certain montant en euros. Je vous invite à ce propos à jeter un œil sur la deuxième vidéo qui va porter sur l'écriture d'un journal. Merci à tous.